Bonjour, je suis Amem Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter quelques remarques sur la relation fondamentale de la dynamique qui se place dans le cadre de première année, dans le programme de première année, et particulièrement pour la section MP. Alors, je vais prendre des masses M1, petit m1, petit m2, petit mi qui sont placées dans les positions grand M1, grand M2, par rapport à O, donc le centre de masse OG, qui s'écrit la somme sur I de MI, OMI, sur la somme sur I de MI. Bien sûr, la masse totale du système, c'est la somme sur I de MI. Je peux aussi définir de façon intrinsèque en intercalant ici le point G. Alors, je peux écrire la somme sur I de MI, GMI égale à 0 vecteur. Maintenant, je vais définir la quantité de mouvement pour un point matériel, P par rapport au référentiel R, est égal à M fois la vitesse par rapport au référentiel R. Puis pour un système de points, alors la quantité de mouvement s'écrit la somme sur I de MI VI, que je peux écrire M fois la vitesse par rapport à R du centre de masse G. Avec grand M, bien sûr, c'est la masse totale du système. Maintenant, comment s'écrit la relation fondamentale de la dynamique? On va se placer dans les référentiels galiléens. Alors, elle s'écrit dP sur dt par rapport à R égale à la somme des forces extérieures. Et P elle est égale à M fois V égale donc à la somme des forces extérieures. Quand est-ce que la quantité de mouvement se conserve? Conservation de P. Il y a deux cas où vous avez un système isolé, c'est-à-dire que le système n'est soumis à aucune force, donc la somme ici est égale à 0, ou bien que vous avez un système qui est pseudo-isolé, qui est soumis à un certain nombre de forces, mais leur somme elle est égale à 0, donc leur somme s'annule. Dans ces deux cas, bien sûr, il y a la conservation de la quantité de mouvement. Maintenant, comment s'écrit cette formulation de RFD? Lorsque nous avons un système fermé, c'est-à-dire que sa masse est égale à une constante, je peux sortir ici de la masse de la dérivée, donc ça devient M dV sur dt égale à la somme des forces extérieures. Et dV sur dt, c'est l'accélération. Maintenant, lorsque nous avons un système de masse variable, les roquettes par exemple, alors je dérive la masse, donc dm sur dt fois v plus m fois dv sur dt égale à la somme des forces extérieures. Il faut au moins faire un exercice sur cet exemple avec un système de masse variable. Vous trouvez par exemple ça dans le sujet de mine de l'MP, donc 2015. Maintenant, je vais parler des forces. Interaction, force. Maintenant, une force, bien sûr, elle est capable soit de modifier la vitesse, soit de déformer le corps, changer son volume. Et je peux classer les forces en un premier classement, donc en 4 interactions fondamentales. Il y a
Il y a la gravitation. Donc l'interaction gravitationnelle, c'est la gravitation, c'est l'interaction entre deux masses, moins G, M1, M2 sur R carré fois R, soit interaction donc électrostatique, c'est l'interaction entre deux charges, l'interaction de Coulomb, qui pourrait être attractive ou répulsive selon les signes des deux charges. Si les charges sont de signes opposés, elle est attractive. S'ils sont de même signe, bien sûr, elle est répulsive. Il y a aussi l'interaction forte. Ça, c'est responsable de la cohésion donc, du noyau atomique entre les protons et les neutrons. Et elle explique la radioactivité alpha. Il y a aussi l'interaction faible qui explique la radioactivité bêta, donc le passage, si vous voulez, des neutrons vers les protons. Alors, toutes les forces macroscopiques que nous connaissons sont d'origine électromagnétique, bien sûr à l'exception de la gravitation. Donc la tension d'un ressort, la tension d'un fil, les forces de frottement sont tous d'origine microscopique électromagnétique, c'est-à-dire d'origine entre les charges ou entre les atomes et les molécules qui forment la matière. Maintenant, je peux aussi diviser les forces en des forces à distance et des forces de contact. À distance, nous connaissons par exemple la gravitation, le poids, la force électrostatique, puis de contact, les forces de pression, la réaction d'un corps sur un autre, sont des forces de contact. Je peux aussi diviser les forces en leur dépendance. D'une façon générale, lorsque j'écris l'RFT, ça c'est important, j'écris MdV sur dt, si je suppose que le système est fermé, égale la résultante des forces. La résultante des forces, elle peut être une force constante, ou bien elle peut dépendre du temps, ou bien elle peut dépendre de la position, ou bien elle peut dépendre de la vitesse. Alors, des forces qui dépendent du temps. Vous avez par exemple la force dans l'oscillateur en régime forcé, F égale F0 cosinus oméga t. Des forces constantes, si je suppose la pesanteur constante, donc chute libre par exemple dans la pesanteur uniforme. Des forces qui dépendent de la position, par exemple la tension d'un ressort, ou bien la force entre deux masses de gravitation. Des forces qui dépendent de la vitesse. Il y a par exemple la force de frottement linéaire, frottement fluide. Il y a aussi la force magnétique, lorsque vous avez une particule chargée qui est placée dans un champ magnétique qui est animé d'une vitesse v. Et bien sûr, chacune de ces forces, lorsque j'utilise l'RFD, elle se résout avec une méthode appropriée.
Alors, je peux aussi classer les forces en forces linéaires et forces non linéaires. Alors, par exemple, la tension d'un ressort dans le modèle linéaire, T est proportionnel au déplacement X. Si le déplacement est plus important, je peux ajouter des corrections non linéaires. Je peux écrire la force T égale EX moins bêta fois, par exemple, X3 fois EX. C'est un terme non linéaire. Les forces de frottement, ça dépend si V, la vitesse est faible. Je peux utiliser la loi de Stokes. Donc, la force de frottement est écrite moins bêta fois V. Si V est élevé, je peux utiliser la formule de Newton. Donc, la force, elle s'écrit moins alpha fois V fois V. Donc, le module de la force, il est proportionnel à la vitesse au carré. Je peux aussi définir, classer les forces en forces conservatives et en forces non conservatives. Alors, des exemples de forces conservatives. Les forces conservatives, par exemple, le poids, la gravitation, la tension d'un ressort. En général, les forces qui contiennent dans leur expression la vitesse sont des forces non conservatives. Par exemple, les forces de frottement, la force de Coriolis, si nous avons un changement du référentiel. Alors, la particularité de ces forces conservatives, c'est que je peux leur associer une énergie potentielle. Elle possède une énergie potentielle telle que la force, donc égale moins gradient de l'énergie potentielle. Par exemple, la tension d'un ressort, l'énergie potentielle correspondante, c'est 1/2 de K x carré. Bien sûr, l'énergie potentielle est définie toujours à une constante près. La force de gravitation, moins G M1 M2 sur R carré, ER, en utilisant bien sûr cette formule, je peux lui associer aussi une énergie potentielle telle que moins G M1 M2 sur R plus une constante. Bien sûr, je ne peux pas associer une énergie potentielle aux forces non conservatives. Les forces conservatives ne dissipent pas de l'énergie. Dans ce paragraphe 5, je vais citer quelques remarques sur les forces isielles que vous allez rencontrer donc, dans les exercices de mécanique. Je vais commencer par la gravitation. La gravitation, je rappelle que c'est une force qui s'exerce entre deux masses qui sont séparées d'une distance r et qui s'écrit donc moins gm fois m sur r au carré fois er. Alors, je peux définir, c'est une bien sûr force conservative. Je peux définir donc le champ de gravitation. Par exemple, si la masse grand M est la Terre, je suppose par exemple que la Terre elle est sphérique de masse grand M. Donc, je peux définir le champ de gravitation au point M qui s'écrit tout simplement F sur M moins G fois M sur R au carré fois ER. Maintenant, si je suppose que les référentiels
terrestre et galiléen. Et j'écris l'expression du poids. Le poids, donc, elle est égale à la masse fois le champ de pesanteur, que je peux identifier avec la force de gravitation, qui s'écrit M fois grand G. Et donc, je peux tirer une expression en 1 point M de G qui est égale à moins G fois M sur R au carré fois ER. Maintenant, puisque G, il dépend de la distance par rapport au centre, donc, en un point M qui se trouve à une hauteur H, voisinage de la surface de la Terre, je peux écrire que G égale à moins Gm sur RT plus H au carré fois ER. Bien sûr, ici, il faut faire attention. G, dans le cas général, le champ de pesanteur, il est différent du champ de gravitation. C'est-à-dire que G, il contient la gravitation, il contient G, mais plus un autre terme que vous allez rencontrer dans un autre chapitre. Donc, pesanteur et gravitation sont différentes. Maintenant, je vais regarder aussi la force électrostatique entre deux charges, qui est 1 et qui est 2, qui sont placées à une distance R l'une de l'autre. La force, donc, elle s'écrit Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 carré fois ER. Lorsque les deux charges sont de même signe, c'est répulsif. Et lorsque les deux charges sont de signe opposé, elle est attractive. Maintenant, je vais parler de la force de Lorentz. Lorsque vous avez une particule chargée qui est placée dans une zone où règne un champ électrique, alors elle va subir une force électrique qui est égale à Q fois E. Et maintenant, lorsque la particule qui est animée d'une vitesse V est placée dans un champ magnétique, elle va subir une force qui V fois B. L'ensemble de ces deux forces, la somme de ces deux forces, donc s'appelle la force de Lorentz. Et il y a un chapitre donc, qui est dédié à ces deux forces électriques et magnétiques. Maintenant, je peux aussi rencontrer la tension d'un fil. Bien sûr, un fil, il peut uniquement tirer les objets, il ne peut pas repousser. Donc, vous avez une masse M qui est soumise à son poids et à la tension du fil. Les hypothèses qu'on fait ici pour le fil, c'est qu'on suppose que le fil est inextensible et sans masse, ou bien de masse négligeable. À ce moment-là, la tension est la même en tout point du fil. Maintenant, si le fil passe à travers une poulie, si nous avons une poulie, l'hypothèse qu'on fait pour la poulie, c'est sans frottement et sans masse. Donc, à ce moment-là, le fil, lorsqu'il passe à travers la poulie, donc elle change la tension, elle change de direction, tout simplement, mais elle garde la même valeur. Alors, l'autre type de force que nous pouvons rencontrer, c'est tout simplement la tension d'un ressort. Si je suppose que la tension d'un ressort, par exemple, je vais prendre un ressort accroché dans la direction EX. Alors, et la masse M, elle va subir la tension du ressort. Et la tension, donc, elle s'écrit moins K fois la longueur
à l'instant t moins la longueur à vide fois Ex. Bien sûr, sa direction, elle dépend de l'allongement L par rapport à L0. Maintenant, notre force, c'est la force de pression dans les fluides. Je vais définir aussi la poussée d'Archimède. Maintenant, lorsque nous avons un récipient qui contient un fluide au repos, alors il exerce sur la surface donc une force F est telle que donc dF égale à P ds et F, la résistance des forces, donc je peux donc la calculer en intégrant sur les surfaces. Maintenant, lorsque je place un corps dans un fluide ici, au repos, ce fluide, il va exercer une force de pression sur l'eau solide qui est orientée vers le haut, qui est appelée donc poussée d'Archimède. Et cette force, elle est égale à l'opposé du poids donc du fluide déplacé par le solide. Donc elle est égale à moins ρ, la masse volumique du fluide, fois le volume du fluide, donc fois G. Elle est appliquée au point appelé donc centre de poussée, qui est tout simplement le centre de masse du fluide déplacé. Maintenant, je peux aussi rencontrer les forces de frottement fluide. Lorsque nous avons un solide qui se déplace dans un fluide à la vitesse V, alors il va subir une force de frottement qui est opposée donc à la vitesse. Et si la vitesse est faible, je peux modéliser cette force de frottement par une formule linéaire moins bêta V appelée la formule de Stokes. Et si la vitesse devient plus élevée, alors la force peut être modélisée par une force qui est proportionnelle à la vitesse au carré, appelée donc la formule de Newton. Bien sûr, ce sont des forces non conservatives, donc qui dissipent l'énergie et transforment en général l'énergie cinétique donc en chaleur. Maintenant, il reste les forces de contact entre deux solides. Non, j'en ai par exemple un plan incliné sur lequel je vais mettre un solide et je vais déplacer le solide dans cette direction. Alors, la réaction du plan sur le solide, notée R, peut être décomposée en deux composantes. Une composante normale, donc perpendiculaire au plan, et une composante ici tangentielle. Et la réaction totale égale à RT plus donc Rn. Donc ça, la composante tangentielle, c'est la force de frottement. Si dans l'exercice, on suppose que pas de frottement, ceci voudrait dire que RT égale à 0. Donc la réaction est normale. Maintenant, il y a deux cas importants ici. C'est lorsque vous avez du frottement statique. C'est-à-dire que S, le solide ici S, ne glisse pas sur le support.
À ce moment-là, vous avez RT qui est inférieur ou égal à Fs fois Rn. C'est une égalité donc qui a fait intervenir les modules, hein, avec S qui s'appelle le coefficient de frottement statique. C'est un nombre donc, qui est inférieur à 1. Maintenant, lorsqu'il y a frottement dynamique ou cinétique, si vous voulez, ou cinétique, c'est-à-dire que S glisse sur le support. À ce moment-là, il y a la force de frottement qui s'écrit RT vectoriellement moins FD fois le module de Rn et qui est dirigé suivant l'opposé donc de la vitesse avec ce signement. Donc EFD, on l'appelle le coefficient de frottement dynamique qui est en général inférieur au coefficient de frottement statique. Il y a d'autres remarques que vous rencontrez dans l'exercice. Si je suppose que le solide quitte le support, la condition de rupture de contact entre solide et support se traduit par l'écriture Rn égale à 0. S'il y a contact permanent, alors Rn est positif. Ça, ce sont des résultats à savoir absolument, et surtout pour les élèves de l'MP et de l'MPI aussi.